Mesdames et messieurs, bonjour. Chaque matin est une opportunité à ne pas rater. Faisons donc en sorte que cette journée soit lumineuse plus que la précédente. Quant à moi, pour rendre cette journée plus vivante pour vous, je vous propose pour suivre mes invités sur le rendez-vous de midi de ce jour, des opportunités que nous pouvons avoir en étant producteurs agricoles et comment détecter aussi les deepfakes. Nous aurons également pour le débat jusqu'à quel âge vous pouvez donner ou vous pouvez encore recevoir la dot. Ce sera dans le débat. Mais avant, je vous invite à suivre cette chanson de Mr. Shine feat. Fanico dans Vas-y. Au choix, et quand on fait son choix, il faut l'assumer entièrement. Le choix que moi je vous fais tout de suite, c'est d'aller au coaching numérique. Oui, avant de rentrer dans le vif du sujet, sur ce plateau, nous avons notre digitaliste, Bénédicte Lovy, bonjour. En face de vous, nous avons Kossi Djikou, un producteur agricole précisément de bananes. Bonjour. Comment vous vous portez? Ça va très bien. Merci beaucoup. Alors, sur ce plateau, nous avons, comme je l'ai dit, nous sommes avec Bénédicte Lovy. Et qui parle de Bénédicte Lovy sur ce plateau, on est dans le monde du LACHIA, voilà, intelligence artificielle. Et aujourd'hui, elle nous parle le deepfake qui est une révolution ou ça peut être également une menace. Alors, dites-nous déjà, les deepfakes, c'est quoi? Quand on parle de deepfake, c'est une falsification sophistiquée. C'est une technique qui utilise l'intelligence artificielle pour reproduire une vidéo ou un audio, mais en remplaçant la personne originale par quelqu'un d'autre. Donc, on remplace en fait la voix ou le visage de la personne par une autre personne, mais dans une vidéo originale. C'est ça qu'on appelle. C'est la voix ou la vidéo où on peut remplacer les deux. Les deux, on peut remplacer les deux en même temps. Oui. Merci beaucoup. Mais avant de poursuivre et de savoir comment fonctionnent réellement les deepfakes, je vous invite à suivre et disparaître avec vos sous s'il le faut. Ouais, alors, réellement, en fait, on a une vidéo originale. Ça, enfin, pour la réunion, je ne sais pas exactement comment ils ont pu faire ça, mais généralement, on a une vidéo originale. D'accord. Et ensuite, tu prends ta photo que tu télécharges et avec la reconnaissance faciale, ça cadre ton visage et ça remplace ton visage par le visage qui est dans la vidéo. De même pour l'audio. Pour l'audio, tu parles dedans plusieurs fois pour que ça puisse reconnaître ta voix. Moi, par exemple, pour entraîner le modèle, je peux dire je suis Bénédicte Lovy, je suis Bénédicte Lovy. Bon, je suis digitaliste, il y a plein de trucs. Comme ça, ça connaît mon accent et tout. Ça peut remplacer celui qui parle par ma voix. Mais en fait, c'est toujours celui qui parle qu'on voit dans la vraie vie. Voilà. Donc, c'est que je parle, mais c'est une autre personne qu'on voit, c'est une autre personne qu'on entend si possible. Oui, en fait, c'est une autre personne qu'on croit voir. Non, enfin, moi, on me voit en fait, mais c'est une autre personne qui est là réellement. D'accord. Vous comprenez? D'accord. Donc, c'est comme on le fait pour nos collègues de la télé. Exactement. Où vous voyez une des présentatrices en train de présenter un produit. Oui. En réalité, c'est Il n'a jamais fait ça. Ouais, ok, d'accord. Alors, quels sont les principaux usages des deepfakes à la base? Alors, de base, c'est utilisé dans le cinéma. D'accord. Pour reproduire des faits réels ou des faits historiques. Vous voyez des documentaires, genre, c'est pas, 17e siècle, où vous voyez les actions, comme si en ce moment il y avait des caméras derrière les personnes, ou bien quelqu'un qui n'est plus vivant me veut retracer un peu, genre, sa vie, des trucs comme ça. Et du coup, on a en ce moment le consentement de sa famille et tout. On a plusieurs photos de lui et on utilise le deepfake pour. Enfin, donc, c'est une vidéo réelle qu'on fait, mais on vient remplacer le visage de celui qui est dans la vidéo par le visage de celui qu'on veut avoir à l'écran. Donc, attendez. Je peux prendre un acteur, un comédien qui joue le rôle, par exemple, d'un bandit, d'un cybercriminel qu'on a dit arrêter. Il joue totalement le rôle. Et après, on prend l'image de cette personne qu'on colle sur le comédien. On se dit que c'est lui qui a fait. C'est ça, son visage, pas son image complète. Son visage, voilà, son visage. Donc, c'est un peu ça l'usage de base. Également, dans le cadre de certaines formations, par exemple, enfin, en formation et en éducation, les grosses boîtes, par exemple, utilisent ça. Du coup, tu crois, par exemple, qu'il y avait Bill Gates dans la formation, mais en vrai, ce n'était pas lui parce qu'il n'a pas le temps. Mais avec son consentement, on dit, OK, on va utiliser ton visage. Donc, tout le monde croit que tu étais là. Donc, on peut demander même mon consentement. Oui, c'est ça. À la base, c'est de demander mon consentement. C'est ça, à la base. Mais à quel moment ça devient
devient une question d'insécurité. Alors, ça devient une question d'insécurité quand tu ne sais pas, en fait, que ton visage a été utilisé. Et comme ça, les gens, ils créent de fausses vidéos. Surtout, on entend des audios, on dit, genre, par exemple, c'est le président même qui a dit ça. Enfin, on te joue l'audio et c'est transféré plusieurs fois. Ou bien, carrément, on utilise, par exemple, ton visage, pardon, dans des vidéos pornographiques, des trucs comme ça. Là, c'est carrément mal. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a une loi pour cadrer ça, pour vraiment savoir que cette personne, c'est pas cette personne qui nous a donné l'information, mais que c'est un deepfake? En vrai, je connais pas de loi qui dit, voilà, c'est telle personne, mais quand l'information, elle est propagée et tout, elle peut être punie. Enfin, on peut punir la personne qui est à la base de cela. Et parlant de réglementation, ça soulève des problèmes de consentement et de confiance. Quand je prends, par exemple, dans l'industrie du cinéma, si, enfin, par exemple, je suppose vous, et puis vous avez des photos de vous quand vous étiez un peu plus jeune, mais dans le film, on doit repartir un peu en arrière. Vous pouvez donner toutes vos photos que vous avez quand vous étiez jeune. Là, c'est vous-même qui les avez données et il y a un accord qui est signé qui dit, voilà, ça sera utilisé dans le cadre de ce film et rien d'autre. Mais après, si des gens, par exemple, qui travaillent là, dans le studio, prennent ça pour faire autre chose, c'est ça que... Là, on va faire appel à la PDP. Exactement. Exactement. Oui. Ouais. Alors, dites-nous, comment se protéger contre ces abus, éviter réellement, ou ce pourquoi, par exemple, vous avez signé des clauses pour qu'on utilise vos images et que, voilà, que d'autres personnes prennent ces images et les utilisent pour d'autres fins. Ouais, c'est ça. Comment réellement sécuriser et se protéger de ces abus? Pour moi, ça commence par nous-mêmes, en fait. Il faut qu'on soit vigilant. Enfin, si les cybercriminels savent qu'à chaque fois on a une information, c'est nous, on se met à partager ça, ils vont toujours continuer. Mais si à chaque fois qu'on a une information, on se dit, ben, est-ce que ce truc-là, c'est vrai, par exemple, et on se met à chercher la source, est-ce que la source, elle est fiable et tout, que personne ne partage, c'est qu'il n'y a pas l'effet voulu. Donc, pour moi, en fait, nous-mêmes, on constitue déjà une protection. On a des informations, on a des vidéos, on dit, est-ce que tu as vu telle vidéo, telle personne a fait ci, genre, tout le monde se jette là-dessus. Si au lieu de se jeter dessus, on regardait vraiment, on se dit, mais l'information a quitté où? Et genre, c'est quoi l'intérêt d'avoir publié ça? C'est qu'on est déjà protégé. Et à part ça aussi, si je prends par exemple le cas de la vidéo qu'on vient de voir en réunion ou autre, je me dis, après la réunion, quand même, pour faire la transaction, il fallait appeler pour dire, je suis en train de faire la transaction. On appelle le patron même pour dire, je suis en train de faire telle transaction. Parce que des cas comme ça se passe un peu partout. Et les gens, ils n'en parlent pas forcément parce que voilà, quoi, genre, quand ça se passe, tu as la justice derrière toi et tout. Et je me dis qu'il faut être super vigilant, quel que soit ce que nous faisons. Et après, on voit des vidéos où ce que la personne dit ne concorde pas forcément avec les mouvements de bras. Genre un peu comme la personne finit de parler, c'est après que le bras fait comme ça. Il y a un retard dans les images et le son. C'est ça. Donc, quand on voit des vidéos dans le genre, on doit savoir que ça, c'est de l'intelligence artificielle. Et ça, est-ce que c'est vraiment vrai, des trucs comme ça. Donc, et parlant aussi d'applications, il y a les réseaux sociaux, les Facebook, Twitter et tout, qui ont des algos spécifiques à eux pour détecter des vidéos carrément fausses. Donc, quand c'est le cas, ils envoient parfois une alerte ou quelque chose comme ça, où ils réduisent la portée de la vidéo. Et il y a également des outils qui permettent quand même de savoir si cette vidéo, cet audio-là, c'est normal ou si c'est réel. Mais ce que je dis, tout commence par nous-mêmes. Si on reçoit des vidéos ou des audios, on n'a quand même pas forcément le temps d'aller voir genre, dans un logiciel si c'est vrai ou pas. Mais quand même, vérifions la source. Si la source n'est pas fiable, c'est qu'on ne partage pas. Merci beaucoup, Bénédicte Lovy. Si la source n'est pas fiable, on ne partage pas. Il faut toujours vérifier avant de partager. On ne partage pas tout actuellement sur les réseaux sociaux, non plus sur son téléphone portable. Oh, je crois qu'on va clôturer la rubrique comme ça. Ouais, merci. Voilà. Donc, on passe directement à notre rubrique « Ça pousse ». Et oui, ça pousse, on est encore dans les champs de bananes. Aujourd'hui, nous avons un transformateur sur le plateau qui va partager avec nous ses nombreuses expériences. Oui, on va parler encore de bananes plantains. On connaît souvent cette transformation où c'est les chips bananes qu'on mange. Mais ce monsieur, il voit au-delà des chips bananes. Nous avons beaucoup de gadgets. Il va nous en parler sur ce plateau. Kossi Tikui Dikou, pardon. Rebonjour à vous. Bonjour, madame.
Alors, dites-nous, quelles sont les autres formes de transformation qu'on peut aborder quand on parle de banane plantain? Merci. Je dois d'abord faire savoir que nous ne travaillons pas seulement à la transformation des bananes, mais nous travaillons carrément à la promotion de la filière banane. D'accord, c'est Voilà. déjà bien. Et donc, de ce fait, avant même d'aller à la transformation, pour construire la filière banane, nous sommes d'accord, c'est tout un processus dans lequel nous sommes mis. Voilà. Et donc, il y a la production de semences de bananiers, Oui. parce que il faut aller à des semences qui puissent véritablement avoir de la rentabilité. Et des semences qui sont saines. Voilà. Et donc, tout part de la production de semences, de la production de la banane avant d'aller à la transformation et à sa commercialisation. Voilà. De tous ces maillons de la chaîne de valeur banane, Oui. la transformation est un élément crucial, très important, parce qu'elle nous permet d'avoir plusieurs sous-produits. Lesquels sous-produits? Voilà. Dites-nous Et tout donc, dessus. à part les chips que vous connaissez déjà, aujourd'hui, nous produisons les farines de banane. Ah, d'accord. Les farines de banane. Et parlant de farine de banane, il y a les farines de banane non mûres, qui ne sont pas sucrées, et il y a également les farines de banane mûres, et là, qui sont sucrées. Et on fait quoi avec ces farines? Dites-nous, on mange avec, c'est seulement pour faire la pâte, quand c'est sucré, hein, pour faire la pâte également, ou c'est pour faire la bouillie? Les deux farines sont utilisées pour faire la pâte. D'accord. C'est ça le foufou. Seulement que ce qui est mûr est sucré. Et tout le monde n'a pas un goût sucré. Donc, pour faire la pâte, le foufou, il y a beaucoup qui préfèrent la farine de la banane non mûre. D'accord. Et pour faire la bouillie maintenant et la pâtisserie, ils préfèrent beaucoup plus la farine de banane mûre. D'accord. À part les farines de banane, nous avons les biscuits. Puisque aujourd'hui, il y a beaucoup qui n'aiment plus l'huile. Voilà, avec ses dangers. Donc, il y a les biscuits qui sont obtenus à base des bananes. Qui sont différents des Qui sont- chips, là? Oui, qui sont différents des chips. Et donc, à part ces éléments comestibles, nous transformons la banane, le bananier, en plusieurs produits. Le bananier, pas la banane. Le bananier. D'accord. En plusieurs produits. C'est ce que j'ai sur ma tête. Le chapeau. Le chapeau, oui. Voilà. Je crois que Sergio Gandhi nous en a Sergio parlé Gandhi, la voilà, semaine il passée. était passé, Oui. voilà. Et donc, c'est entièrement fait à base de bananier. Ok. Il n'y a pas Et que... comment on a ça? C'est les feuilles ou c'est la tige de bananier même qui donne... Voilà, c'est la tige. Et la tige, ce sont des feuilles. En fait, ce sont des feuilles qui se sont empilées. Oui. Voilà, puisque le tronc du bananier, ce n'est pas... c'est en bas, en fait. C'est pourquoi cette tige, on l'appelle faux tronc. Donc, ce sont les feuilles, voilà, qui sont empilées, qui ont servi à faire le chapeau. Et pas que le chapeau. Nous avons fait des nattes Ah, où on peut se coucher qu'on dessus. utilise déjà, voilà, pour s'y coucher, voilà. Nous avons les sacs également. Voilà, les sacs également. Et nous avons aussi fait sortir des mèches biodégradables à base du bananier. C'est ça, par contre, qui m'intéresse, des mèches. Des mèches biodégradables. Voilà. Et on se tresse avec. J'ai vu des dames, j'ai vu même des perruques avec ça. Voilà. Mais ça a une durée de vie. Comment on le Très fait? bien, Est-ce que ça ne merci. sent pas qu'on transpire? Ok, voilà. Vous savez, nous ne sommes pas arrêtés seulement à la création, l'effet flash, non. On est allé au-delà. Nous avons vécu ce que nous avons fabriqué. Comment? Et si vous venez chez nous, vous allez voir que nos femmes se tressent en fibres de bananier. Voilà, parce que lorsqu'on parle d'innovation, il faut vivre la chose. Oui. Voilà, il faut la vivre et cela permet de l'améliorer, nous sommes d'accord, de le développer, de la développer. Voilà. Et donc, nos femmes se tressent avec les fibres de bananier. J'espère que vous n'avez pas encore de t-shirt en peau de banane. Hein. Ça va venir, certainement. J'ai une question. Ça par va contre. venir. Oui. Est-ce que genre, ça ne coûte pas? Les mèches, là. Je suppose que ça vous demande quand même beaucoup de travail. Les mèches ou les Toutes ces- perruques? Précisez. Il y a Ah. les mèches, il y a les perruques. Les mèches Pour d'abord. l'instant, nous ne commercialisons que les perruques. Ah, ok. Voilà. Les mèches servent à produire les perruques. Ok. Voilà. Oui. Et lorsque vous les portez, il n'y a aucun problème. Mais pourquoi vous n'avez pas apporté ça ici? On allait voir comment
Entre image et toucher, c'est autre chose. Hein? Vous allez venir. Voilà, donc il n'y a aucun souci par rapport à la santé. Souvent, j'entends que les femmes, quand elles portent les mèches synthétiques, qu'elles se grattent et tout. Beaucoup la tête. Avec les mèches de fibres de bananier, vous n'avez pas ce problème. Et ce n'est pas que je le dis pour du marketing, du tout pas. Vous allez l'essayer. Et aussi, c'est très bon pour l'environnement, puisque ça se désintègre très rapidement dans la nature lorsqu'on finit de l'utiliser. Voilà, donc c'est une merveille pour la nature. Nous vous Mais vous ne invitons... m'avez pas encore répondu. Hein. C'est quelle durée, si je prends cette mèche que je me tresse avec, ça a quelle durée sur la tête? Nous avons essayé déjà sur 2 mois. 2 mois. Oh, Voilà. c'est déjà bien. Sur 2 mois. On l'a C'est essayé déjà bien. et c'est bon. On a le temps d'en acheter encore. Vraiment. En plus, c'est une période. Tu viens, tu déposes. Mais est-ce qu'il faut sécher? Ou bien on l'utilise normalement. Je veux tout Normalement. Certains demandent est-ce que l'eau, non. Les femmes se couvrent d'habitude quand il y a pluie, ou bien qu'elles doivent passer sous l'eau. Voilà. Non, mais quand on parle de naturel, on aime que la pluie nous tape et puis on vient sécher rapidement. Donc ça, il n'y a pas à faire de... C'est pas fait par bon ménage avec la pluie. Non. Vous savez, tout comme les autres mèches, on évite la pluie. Oui. On évite également la pluie avec celle-ci. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, Alors, quelles sont les autres innovations à part les mèches? Nous avons également vu les chaussures. Vous fabriquez également des chaussures. Donc, c'est comme le sac et le chapeau que Tout vous à fait. fabriquez. Par rapport à la chaussure, nous travaillons toujours là-dessus pour l'améliorer. Donc, véritablement, on ne commercialise pas encore ça. Mais les mèches, les perruques, les chapeaux, les nattes, nous les commercialisons. Je veux bien connaître le prix, mais ça sera après Pas de l'émission. souci. On va mieux connaître le prix. Il y a pas de Je sais que Madame Lovie veut savoir, mais ce n'est pas ici. Après le plateau. Ah oui. Après, vous allez voir Monsieur Dikou pour mieux savoir c'est combien. Il verra comment vous renvoyez ça. Ce ne sera pas ici. C'est un plaisir. Alors, dites-nous déjà qu'on a parlé des durées de vie, mais il faut combien de plantes? C'est ça aussi, parce que la préservation de l'environnement. Combien de plantes on abat pour avoir les mèches? Voilà, merci. Au niveau du bananier, on ne l'abat pas. Parce que c'est un plant, lorsque ça atteint la maturité, donne son régime et que c'est mature, que vous récoltez, c'est fini pour lui. Donc c'est un déchet qui traînait dans la nature. Donc ce n'est pas qu'on les abat pour produire. Vous voyez un peu? Voilà, donc on n'a aucun souci par rapport à ça. Lorsque vous prenez un tronc de bananier, si c'est pour produire la natte, vous pouvez avoir une natte et demie avec un plant mature de bananier. Une natte et demie, ça fait Ça veut dire une natte de 2 places, une place ou bien... Disons une natte de 3 places. Okay. Une natte de 3 places. Voilà. Excuse-moi, quand vous parlez de plant mature, c'est un bananier de... Un bananier. Ok. Et puis c'est souvent géant un peu. Mais là, il faut que je nuance. Vous savez, toutes les variétés n'ont pas les mêmes portées. D'accord. Voilà, je garde ça là en secret. Ah oui. Mais on peut venir là pour faire des stages et savoir Tout à comment fait. ça Nous se fait. recevons les étudiants, les D'accord. élèves des lycées qui viennent en stage. Nous formons également. Nous étions au Togo, dans certains pays de la sous-région, pour former les producteurs et les artisans. Ce qui montre que il faut vraiment s'intéresser à cette filière. Tout à fait. La filière de banane. De bananes. Banane seulement ou banane plantain? Banane plantain et toutes les autres bananes. Bananes, Parce que voilà. quand nous avons commencé, Précisez. nous avons étudié les variétés et voir les portées que chacune d'elles a. Nous sommes d'accord. Qu'est-ce qu'on peut tirer de façon efficace dans chacune d'elles? Il y a eu cette étude que nous avions faite. Voilà. Toujours dans le sens d'organiser la filière, de construire la filière. Parce que on ne décrète pas une filière, on la construit. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et dans cette filière, on a beaucoup à y gagner. C'est ce que je retiens. fait. Très Beaucoup à y gagner. intéressant. On forme. On a des produits dérivés de cette banane. Tout à On a également la banane qu'on peut vendre, même les pépinières qu'on peut vendre. On a Tout à découvert, fait. on a vu ça sur ce plateau avec Sergio Gondé. Donc, fidèles téléspectateurs, vous ne perdez rien à entrer dans cette filière, à s'y donner. Il faut vraiment commencer par un petit champ, un grand hectare, et vous serez déjà riche d'ici la fin de l'année. C'est ça. Bon, fidèles téléspectateurs, on a fini avec sa pousse, on a fini avec coaching numérique. Passons à présent au débat. Mais avant d'aller au débat, dites-nous, pour vous, jusqu'à quel âge vous pouvez recevoir la dot? À tout âge, tant que je suis vivante. Tout âge. Tout âge, une âge limite ou bien vous, même à 70 ans, vous pouvez recevoir la dot? Oui, bien sûr, puisque, enfin, si à 70 ans, je veux me marier, enfin, si je veux me mettre avec quelqu'un, il faut quand même qu'il donne quelque chose à ma famille. Genre, je veux prendre votre fille. Donc, je ne sais pas comme si j'étais périmée. Non. Ah, merci beaucoup. Monsieur Dikou, dites-nous. À tout âge, parce que notre loi définit l'âge auquel la fille peut être donnée en mariage, peut se marier, ainsi que l'homme. Donc déjà, à partir de cet âge, on peut recevoir la dot.
Donc pour vous, jusqu'à... Infini. Vous êtes prête à donner la dot jusqu'à... Oui, non, je ne refuse pas. Mais si vous n'avez pas envie de donner, jusqu'à 70 ans. Tout à fait. Si la dame a 70 ans, vous allez donner. Vous êtes sûr? Il faut dire la vérité, vous allez donner. C'est une action symbolique envers la famille. Donc voilà. peu importe l'âge, c'est le sens, la portée du geste qui importe. C'est ça. D'accord, merci beaucoup. Je rappelle que Corsi Djikou est producteur de bananes et président de la coopérative Africa Terroir. Il travaille à l'organisation de la filière banane. Merci. Il travaille à l'organisation de la filière. Lovie Bénédicte, notre Miss Digitaliste, ou pour qui l'intelligence artificielle n'a plus aucun secret. C'est ça. Merci beaucoup à vous deux. Portez-vous bien. Merci. Je vous dis bon après-midi. Oui, à lundi. Merci. Alors, installons à présent le plateau du débat. Et oui, fidèles du rendez-vous de midi, c'est le moment pour nous d'entrer dans le débat avec nos invités qui sont en train de s'installer. Nous avons Naya Lawson, venez par ici. Charles Orubata également, venez. Merci beaucoup. Et oui, nous avons Naya Lawson, entrepreneur. Bonjour, comment vous vous portez? Ça va bien, merci. Toujours la pleine forme, toujours ravissante, toujours rayonnante. Merci. À côté de vous, celui qui s'installe, c'est Charles Orubata, conseiller matrimonial. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous vous portez? Très bien, ça va. Et en face de ce duo, nous avons Runogan Aïnarin Asogba, responsable des cultes endogènes et kamites. Tout à fait. Comment vous vous portez également? On se porte à merveille et on salue les téléspectateurs. Merci beaucoup. Au plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors, fidèles téléspectateurs, pour certaines personnes, trouver le conjoint ou la conjointe idéale, c'est un sacerdoce. Pour d'autres, c'est la première ou le premier sur qui on tombe qui est l'idéal. Mais dites-nous, concrètement, à quel âge peut-on recevoir la dot de ce dernier? C'est la question dont il s'agit, dont on va débattre sur ce plateau avec mes invités qui sont bien installés. Alors, je vais d'abord commencer par vous, Runogan Aïnarin. Dites-nous pour vous, à quel âge la femme peut recevoir la dot? Oui, je vous remercie pour cette question. Et en fait, il faut d'abord partir au principe de la dot. C'est le principe là qui va nous permettre de savoir à quel âge on peut parler de dot. Le principe, c'est que c'est une liaison qu'on établit entre deux collectivités, deux familles. Oui. Donc, lorsque il est question pour une fille d'aller se marier à un homme, ce n'est pas les deux individus qui s'entendent seulement. Il faut que le parent et tous les parents jusqu'au chef de famille de l'homme soient informés et que tous les parents de la femme jusqu'au chef de famille de la femme soient informés et que les deux familles s'entendent pour créer une liaison. Et c'est cette liaison-là qui est scellée à travers la dot. Donc, c'est un principe pour lier les deux familles, pour dire désormais, nous sommes unis, nous sommes liés, nous sommes une seule et même famille. Voilà, donc, ce acte-là, tel que perçu par les anciens et diversement apprécié sur le territoire national, parce que ce n'est pas de la même manière qu'on perçoit la dot au sud du Bénin, ce n'est pas de cette manière-là qu'on conçoit ça au nord du Bénin. Il y a des variantes. Mais au-delà de tout ça, lorsqu'une femme n'a pas eu la chance d'entrer dans les liens du mariage, et que c'est à n'importe quel âge que cela survient, il est normal qu'avant qu'elle ne rentre en lien de mariage, c'est-à-dire qu'elle quitte ses parents et se mette dans la nouvelle famille, il faudrait nécessairement que les deux familles soient informées. Ce n'est pas un problème d'âge. Non, l'âge n'intervient pas là. Parce que ce soit les gens visibles, c'est-à-dire les gens que nous voyons là, et même les gens qui ne sont pas là, les défunts des deux familles aussi, doivent être informés que désormais, nous formons une même collectivité. Là, donc, on parle des égrégores. Des égrégores des deux familles. Donc, il faut nécessairement que la dot soit donnée et ce n'est pas un problème d'âge, a priori. On peut voir les détails après, mais a priori, ce n'est pas un problème d'âge. Êtes-vous du même avis, Charles Orubata, vous qui êtes conseiller matrimonial? Oui, je vais dire à la suite de Runogan que, au fait, la question de la dot est d'abord une question des familles.
Bon, je voudrais simplement rectifier en disant que quand on parle de 2 familles, ce n'est pas 2 familles, parce que quand on prend un homme, il a au moins la famille paternelle, la famille maternelle. C'est 4 familles, donc. Donc, parlons des 4 familles. Donc, c'est pour ça que je veux qu'on parle des familles. Mais l'autre chose, c'est que c'est d'abord une question d'entente. Parce que la dot ici, ce n'est pas les 2 individus qui la définissent. La preuve est qu'avant de doter, on dit « va me chercher une liste de dot ». Auprès de qui? Auprès des familles. Donc, qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas d'abord une question d'âge. Vous allez voir, selon les cultures et selon les régions, des gens, même, on peut déjà doter, on peut pré-doter. On dit, si ça va donner une fille, bon, nous nous engageons à la prendre pour épouse et puis déjà définissez-nous ce que nous pouvons apporter comme dot. Donc, vous pouvez voir une jeune fille qui a été déjà dotée même avant d'atteindre la majorité. Oui, bon, le moment venu, ceux à qui elle a été dédiée viennent chercher. Et vous êtes prête à donner la dot même après 60 ans? Ben justement, parce qu'en réalité, il faut voir que dans la dot, c'est d'abord une question d'honneur donné à la fille ou à la femme que l'on veut vraiment doter. Donc, ce n'est pas d'abord une question d'âge. Il n'y a pas à dire non, bon, parce qu'elle est déjà âgée ou trop âgée. Est-ce que vous vous êtes mis ensemble? Qu'on le veuille ou pas, la dot, c'est d'abord, des biens que l'on apporte pour reconnaître à la famille de la femme tout l'effort qui a été consenti depuis sa conception jusqu'à l'âge où on l'a rencontrée. Donc, une femme peut recevoir plusieurs dots quand elle doit rentrer dans une nouvelle relation. Parce que je suppose un instant qu'elle a connu un premier mariage où le mari est décédé. Oui. Si elle doit rentrer dans une nouvelle relation, le nouveau mari est censé donner une dot. C'est vrai que ça n'aura pas le même sens que le tout premier ou encore moins la même quantité d'exigence que le premier qui l'a doté. Mais qu'on le veuille ou pas, la dot vient d'abord manifester cette reconnaissance-là vis-à-vis de la famille et également donne à la femme qu'on veut doter toute la valeur qu'on lui porte. Donc, penser que, bon, je n'ai pas besoin de la doter, c'est ne pas lui donner la valeur qu'il faut, ne pas lui accorder toute la considération et pire encore, tous les honneurs liés à sa personne. Parce qu'une femme, quand elle est dotée, vous voyez tout ce que ça dit, c'est un nouveau regard qu'on commence à porter sur sa personne dans sa propre maison et puis tout autour d'elle. Merci beaucoup, Charles Roubata. Naya Laoson, vous qui êtes une dame sur ce plateau, dites-nous, est-ce que vous êtes prête à recevoir la dot même après 65 ans? Est-ce que vous exigerez à votre conjoint de vous donner la dot même après 65 ans? Mais comme viennent de le dire mes prédécesseurs, la question d'âge n'est pas liée à la dot. C'est un rituel, entre griffes, si on peut le dire. Maintenant, est-ce que, quel que soit l'âge, je suppose qu'un homme rencontre une femme de 60 ans, si la question de la dot intervient, c'est sûr qu'il y a projet de se mettre ensemble, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que l'homme, à un moment donné, a aimé cette femme? Oui ou non? S'il a aimé, pourquoi ne pas lui donner la valeur qu'elle mérite, entre griffes? Pourquoi ne pas l'honorer vis-à-vis de ses parents? Et pour répondre à votre question, Madame Yasmine, quel que soit l'âge, même à 80 ans, même à 100 ans, moi j'ai déjà vu, plusieurs doivent l'avoir vu sur les réseaux sociaux, des mémés de 90 ans ont été reprises en mariage avec tout le tapage malgré leur âge. Donc, quel que soit l'âge, je suis prête, Madame Yasmine, à recevoir la dot. Alors, situons un peu notre sujet. En fait, sur les réseaux, certains hommes disent que c'est pour éviter de donner la dot qu'ils vont trouver des femmes de 65 ans. Et là, maintenant, la femme de 65 ans exige également d'avoir une dot. Pour vous, pourquoi ces jeunes trouvent qu'à 65 ans, on ne peut pas recevoir la dot? Bon, en fait, c'est ce que vous appelez la modernisation qui nous amène vers ces travers-là. Parce que le principe initial traditionnel, c'est ça qu'on veut transformer en pensant que lorsqu'on va prendre une femme de cet âge-là, on ne voit pas à travers ça la possibilité d'avoir des enfants. Donc, les gens estiment qu'elle n'est pas productive, donc pour cette raison-là, elle-même ne va pas l'exiger. En fait, quel que soit l'âge de la personne exige, reconnaît que pour son honneur et pour les biens, les liens qu'on doit établir entre les deux familles, il faut qu'elle soit reconnue.
Parce qu'en fait, c'est une reconnaissance sur le plan physique et sur le plan spirituel. Lorsque vous ne tenez pas à cette reconnaissance-là, il est possible que vous dites, bon, écoutez, à l'âge que j'ai maintenant, je ne veux plus que les gens sachent. Et quand la personne âgée commence par raisonner comme ça, et on ne peut pas, le jeune homme ou bien celui qui veut l'apprendre ne va pas exiger. Mais si la personne estime que normalement ce n'est pas un truc clandestin que nous sommes en train de faire, nous voulons officialiser, et quel que soit mon âge, je veux que tout le monde sache, que ma famille sache, que les autres ils sachent que je suis lié à telle famille. Là, la dot est vue. J'écoutais mon ami tout à l'heure. Charles Roubata. Ah, voilà. Et il disait, je ne sais pas si j'ai bien entendu, qu'on peut prendre plusieurs fois, une femme peut prendre plusieurs fois la dot. Là, il faut faire attention. Ah. Alors, il faut faire très attention parce que au-delà de l'acte que nous voyons symbolique, il y a un comportement là, le fait que les taïnos se réunissent et que l'on appelle les familles, les deux familles, et que l'on scelle le lien là, c'est très fort. La femme n'est pas la femme de Jacques, ce n'est pas la femme de Léon, mais c'est la femme de la famille, de la collectivité. Donc, c'est la collectivité, c'est le chef de famille qui sollicite une femme de l'autre côté. Ce n'est pas Léon qui est venu prendre une femme. Alors, quand la femme est maintenant destinée à telle famille, c'est le chef de famille qui, à la fin, attribue cette femme-là à Léon ou à Jacques. Alors, on ne peut pas se lever un matin parce que le mariage n'a pas abouti pour dire, bon, comme ce mariage n'a pas abouti, et une autre dot va se donner. Non, il faut rompre les liens au niveau du spirituel d'abord. Il faut rompre ce lien-là avant de prendre un autre engagement. Si vous ne le faites pas, vous créez un problème au nouveau couple. Ils ne peuvent avoir aucune stabilité dans cette condition parce que vous avez réuni deux égrégores. À un moment donné, des défunts ont été appelés, ont été consultés, on les a mis ensemble. Et puis, sans les consulter, vous refaites encore un nouveau lien. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, on ne peut pas multiplier les dots à l'infini. Non, c'est ça, ce n'est pas bien. Alors, Charles Roubata, oui, allez-y. C'est vrai que je n'avais pas eu la possibilité d'aller jusqu'au bout de mes idées. Mais avant de contracter, parce que la dot vient comme sceller un mariage. Oui. Donc, il ne peut pas avoir un nouveau mariage sans que le mariage précédent ait été dissolu. Donc, même au niveau traditionnel ou coutumier, on rompt toujours les mariages. Donc, on ne se lève pas du jour au lendemain parce qu'il y a des femmes aussi qui pourraient être amenées à se dire, bon, écoute, comme j'ai déjà reçu une dot une fois, il faut que je crée une autre situation pour recevoir. C'est une autre malédiction qu'elle s'attire. Donc, il y a cette nuance-là qu'il faut faire parce qu'il n'y a pas nouveau mariage sans la dissolution du mariage précédent. Donc, mais ça, c'est des informations nouvelles que moi, je ne savais pas que, en cas de mort, par exemple, vous devenez veuve alors qu'il y avait déjà eu dot. Est-ce que... Donc, ça veut dire que les familles se réunissent, non pour dissoudre l'ancien mariage, c'est ça? Non, en fait, là, il faut qu'on soit précis. Ouais. Et lorsque, j'ai dit tout à l'heure, que la femme est la femme de la famille. Oui. Donc, ce n'est pas... elle est devenue veuve et puis c'est terminé, elle va commencer non pas à demander une autre nouvelle dot. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Puisqu'elle est destinée à la famille. Oui. Donc, ce n'est pas parce que son homme est décédé qu'automatiquement, elle quitte la famille. Non, ça là, avec les nouveaux développements, on peut penser à autre chose. Sinon, dans la famille là, dans la collectivité, il lui est loisible de dire, je choisis un autre homme. Attendez, il lui est loisible. Selon les cultures. Donc, voilà, il lui est loisible. Ce débat, on risque de ne pas... Vous faites attention aux mots que j'utilise. C'est ça, c'est-à-dire on n'écoute pas suffisamment ce que les gens disent. Et c'est ça qui est mauvais. Le simple fait que je l'évoque, ça crée déjà la... Non, je répète, la femme est destinée à la collectivité et à la famille. Et jusqu'à demain, dans notre tradition, c'est comme ça. Ce n'est pas à un individu qu'elle est destinée. Oui. Alors, lorsque la famille l'accueille, c'est le chef de famille qui trouve, bien qu'il savait déjà, que c'est à tel homme que c'est destiné, alors qu'on le savait. Bon, maintenant, si par malheur, cet homme-là venait à disparaître, alors la femme a la possibilité lui est donnée, après les moments de peine, de tristesse, de choisir, si il lui plaît, de choisir dans ce genre, et qu'elle trouve celui qui lui convient dans la famille, c'est fini, elle reste dans la famille et il n'y a pas une nouvelle dot. Bon, maintenant, si ça ne lui convient pas, et qu'elle veut voir ailleurs, et qu'elle estime qu'elle doit voir ailleurs, ça c'est une possibilité qu'aujourd'hui, le système dans lequel nous vivons nous amène à entrevoir. C'est un système qui n'existait pas.
Ah non, ça n'existait pas. C'est maintenant qu'on est en train d'entrevoir ça. Et quand on va l'entrevoir, c'est avec quelles conséquences? Il faut qu'on voit ça ensemble. On ne va pas dire automatiquement qu'il va lever de bouclier pour ça. Non. Mais là, Ok, vous répondez. Yasmine, Allez-y. j'entendais au moment où on parlait, on disait oui, Hunogan, voilà, Hunogan disait que la raison pour laquelle certains hommes n'aiment pas ou bien disent que pour une femme de 60 ans, ce n'est pas possible de donner la dot, c'est peut-être qu'on craint qu'elle soit fertile. Mais dans la réalité, Qu'elle ne soit pas fertile. qu'elle ne soit pas fertile. Non, certains hommes pensent ça. Certains hommes. Mais la plupart des hommes, je vous le dis, je vais dire tout haut ce que beaucoup d'hommes disent bas, que vous avez peut-être entendu dire déjà. Mais la raison, c'est que Jean, une femme qui a déjà fini de faire sa vie, qu'est-ce que moi, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il reste de ça Qu'est-ce qu'il que je gagnerait? récupère et pourquoi est-ce que je dois honorer cette femme? Oui, Non, j'ai malheureusement, c'est expliqué ça. tout à l'heure. Et si vous m'avez bien suivi, j'ai bien expliqué que ça dépend de la dame elle-même. Comment elle se voit. Elle peut avoir 80 ans, j'ai expliqué. Si elle estime que elle ne veut pas être clandestine, elle ne veut pas faire quelque chose de caché, et qu'elle doit s'officialiser, et que toutes les familles doivent être informées, mais elle doit le faire. Ce n'est pas parce que l'on regarde pour dire qu'elle est fatiguée ou nous béton faux. Non, ça n'a pas de sens. Quand on lui attribue ça, elle refuse. Elle ne peut pas accepter ça. Parce que s'il y a une personne consciente, une personnalité qui tient à son statut, elle ne peut pas accepter vivre dans la clandestinité. C'est là que la question du sens et de la portée de la dot intervient. Si on pense que la dot, c'est une affaire d'individu, ok, individuellement, on peut choisir de vivre dans la clandestinité. Mais quand on sait que la dot, c'est une question de famille, d'abord, pourquoi on ne peut pas doter une femme qui a plus de 50 ans? Pourquoi on ne peut pas doter une femme qui a plus de 70 ans? C'est parce que dans le processus d'apport de la dot, il faut que des familles statuent, réfléchissent sur qui est la personne pour qui on veut apporter la dot. Si on estime qu'elle est suffisamment âgée et que notre enfant ne peut quand même pas faire venir celle-là dans la famille, la famille va se désengager. Mais il revient à l'homme de se dire, mais c'est mon choix, je tiens à elle et je voudrais quand même que vous puissiez m'accompagner dans ce processus. À la base, est-ce que quand on avait instauré la dot, c'était dans le temps où c'était des jeunes qu'on prenait, c'était des jeunes qui allaient en mariage qu'on dotait. Mais là, il s'avère que ce sont des personnes d'un certain âge à qui on demande de recevoir la dot. Je voudrais, excusez-moi, ici, je ne suis pas en train de nuancer, comment on dit, les particularités. C'est comme on dit, par exemple, ce micro, je pense qu'il peut coûter $100. Cet autre micro, il peut passer. Je parle de la femme. Quand on parle de femme, avant de faire qui qu'elle soit, la femme, qui qu'elle soit, avant de l'intégrer dans votre vie, vous êtes censé faire ce qui doit être fait. Et ce qui doit être fait, peu importe qui elle est. C'est une affaire de négociation pour dire, elle n'est plus jeune, hein. Bon, je tiens quand même à l'honorer. Comment on peut faire? La famille peut dire, bon, ou bien elle aussi peut dire, laisse-moi aller négocier auprès de ma famille, mais dit non parce qu'elle ne peut plus concevoir, parce que c'est une façon de dire, je la dote parce qu'en retour, j'aurai des enfants. Ça n'a pas de sens. On dote la personne parce qu'on l'aime d'abord, on dote la personne parce qu'on a envie de... Nous sommes en train progressivement, nous sommes amenés à nous conformer et à l'évolution du monde. C'est cet effort-là que nous sommes en train de faire. Et c'est ça qui nous amène à réfléchir comme ça. Et la tradition ne permet pas les divorces. La tradition ne comprend pas, ne conçoit pas qu'une femme... Mais au-delà des divorces, cette femme peut ne pas être divorcée. Elle peut ne pas avoir trouvé son âme sœur. Oui, c'est ce que je dis. Jusqu'à 60 ans. J'en viens. C'est très rare. C'est très rare dans la tradition qu'une femme grandisse jusqu'à être vieille sans trouver d'âme sœur. Ça dit, c'est très rare. C'est des choses qui se produisent tellement rares parce que la tradition n'a pas le principe de favoriser ça. On ne favorise pas le principe qu'une femme, d'abord même une jeune fille à un âge donné, est surveillée. Et déjà, on lui dit, mais tu ne peux pas être jeune fille et on ne sait pas avec qui tu sors, on ne sait pas avec qui tu es. Et puis finalement, tu vas grandir, vieillir. Non, la tradition ne conçoit pas les choses comme ça. Pour la tradition, c'est qu'une femme, dès qu'elle est en train de grandir, elle est suivie par les tantes, elle est suivie par sa maman, et puis on l'oriente.
Et très tôt, dès que même elle atteint 20 ans, 25 ans, et qu'on ne comprend rien, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas normal. Parce que c'est une vision de la société. Oui. La vision de la société ne permet pas d'avoir une vieille personne qui ne soit jamais dans les liens de mariage. Non, on n'a pas cette conception-là. C'est aujourd'hui qu'on est en train de constater ça, on se dit, mais comment on va faire? C'est ça. Donc, comme l'a dit Charles Roubata, la famille peut s'arranger pour lui donner une dot symbolique. Non, ce n'est pas même symbolique, une dot, c'est une dot. Hein. Ce n'est pas symbolique. On doit, si on dit une dot, c'est une dot. C'est-à-dire que si... Donc, dans sa famille, si on donne la dot, c'est 100 000, je dis juste une expression, 100 000, c'est qu'à cette dame, autant on donne à la jeune fille. Oui, on lui donne sa dot. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de symbolique. Hein. Ah non, c'est-à-dire si vous voulez faire quelque chose, qu'est-ce qu'on donne chez nous? Si c'est du tabac, si c'est un tissu, c'est un sac de sel, on fait la liste et vous donnez ce qu'on doit donner. Bon, maintenant, il y a plusieurs types de dots. La première dot existe. Ça, on est en train de finir, le temps est fini. La première dot existe. Mais il peut exister une deuxième dot. C'est-à-dire, lorsque vous constatez, après avoir... vous avez une jeune fille qui rentre dans la famille et on constate qu'elle est bien éduquée. On l'a retrouvée vierge, par exemple. On peut donner une autre dot pour dire, écoutez, vraiment, vous avez éduqué un enfant. On peut donner une nouvelle dot. Sinon, il y a plusieurs types de dots dont on peut parler si on a le temps. Merci beaucoup, Mounongan. Merci beaucoup pour vos conseils. Oui. Charles Roubata, merci beaucoup. Naya Lawson, merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, à vous également, on dit merci d'être restés en notre compagnie. Vous l'avez compris, la dot, peu importe l'âge, tant que c'est à une femme, vous lui donnez la dot. Donnez-lui sa dot, peu importe son âge, peu importe son niveau social, la dot, elle est capitale pour unir d'abord les familles. Et c'est ces familles qui vont vous accompagner le long de votre mariage. Ce sera tout pour le rendez-vous de midi de ce jour. On se dit à très bientôt, à demain. Mais avant, portez-vous bien. Bye bye et bon appétit.